Le docteur Brice vient de nous rejoindre. Merci, docteur. Nous allons commencer le webinaire. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue à tous les participants à ce webinaire du Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. C'est le 15e webinaire hebdomadaire que nous organisons dans le cadre de ce forum lancé il y a bientôt 5 mois pour offrir aux journalistes francophones du monde entier les ressources dont ils ont besoin pour mieux couvrir cette crise sanitaire. Après le webinaire sur la façon dont le Sénégal gère la crise du coronavirus, aujourd'hui, nous aborderons le cas du Burkina Faso, qui est l'un des premiers pays africains à avoir été touché par la COVID-19. Le lundi 21 septembre, 22 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés, portant à 1929 le nombre total de personnes infectées depuis le 9 mars, contre 1252 guérisons et 56 décès, selon un communiqué publié le 23 septembre dernier hier par le service d'information du gouvernement. Mais grâce à son système de santé et à la mobilisation du gouvernement burkinabé, qui a rapidement pris des mesures préventives, le pays lutte activement pour briser la chaîne de contamination de la maladie. Mais on pourrait poser la question de savoir si ces mesures prises par le Burkina ont été efficaces et comment le pays gère-t-il la crise du coronavirus. C'est l'objet de ce webinaire auquel participent deux grands experts, notamment le coordinateur national de la riposte à la COVID-19 au Burkina Faso, le docteur Brice Bikaba, qui nous fait l'honneur d'accepter notre invitation, et également le second invité qui est le docteur Traoré S. Martin. Il est pharmacien, biologiste médical et conseiller en laboratoire dans la direction de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé au Burkina Faso. Il est également directeur d'un laboratoire privé de biologie et spécialiste du règlement sanitaire international, ainsi qu'un consultant indépendant de l'Organisation mondiale de la santé. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Je rappelle que ce webinaire est diffusé en direct dans le groupe privé de notre forum sur Facebook. Et si vous nous suivez sur Facebook et que vous avez des questions à poser à nos panélistes, vous pouvez soumettre vos questions dans les commentaires sous la vidéo, ou si vous nous suivez directement via l'application Zoom, vous pouvez entrer votre question dans la boîte de discussion ou dans la boîte de chat qui est juste en bas de vos écrans. Docteur Brice Bikaba, le Burkina Faso est l'un des premiers pays à avoir été touché par le coronavirus, mais le pays a réussi quand même à limiter la propagation de la maladie. Vous êtes le coordinateur national de la riposte à la COVID-19 et en matière de la gestion de la pandémie de COVID-19 au Burkina Faso, dites-nous, est-ce que vous êtes fier du résultat qu'affiche le pays actuellement? OK. Donc, merci de l'occasion que vous nous donnez de parler effectivement de la gestion de la COVID et bien sûr des tendances de l'évolution de la maladie au niveau du Burkina Faso. Effectivement, le Burkina Faso fut l'un des pays les premiers touchés puisque nous avons eu nos premiers cas le 9 mars 2020. Et les semaines qui ont suivi ont été des semaines assez cruciales, puisque finalement, nous étions en 2 ou 3 semaines, on faisait partie donc des 5 ou 6 pays les plus touchés en Afrique. Et de manière globale également, on avait une létalité assez élevée, puisqu'aux premières heures de l'épidémie, la maladie n'étant pas connue, la prise en charge, effectivement, nous avions effectivement mis un dispositif de prise en charge, mais ce que nous avons noté, c'est que la létalité était relativement élevée. Et bien sûr, ce qui a amené donc les autorités à mettre en place un dispositif, puisque nous avions, c'est vrai, un plan qui avait été mis en place, mais ça c'était de manière théorique. Et nous retrouvions donc confrontés maintenant à la réalité et il fallait donc agir. Donc de manière pratique, nous avons mis en place une coordination composée de certains domaines spécifiques à la maladie, donc nous avions 10 domaines spécifiques à la maladie, et qui permettait de prendre en compte tous les pans de la maladie. Et cette organisation-là était déclinée depuis le niveau national, au niveau régional, jusqu'au niveau district. Et donc, il y a eu également ces différentes mesures sur le point de vue politique qui ont permis donc de freiner l'évolution de la maladie, c'est-à-dire la fermeture des frontières, l'instauration donc du couvre-feu,
l'interdiction du rassemblement de plus de 50 personnes, la fermeture des classes et l'arrêt donc du transport urbain et interurbain. Très tôt, nous avons donc suspendu donc le transport urbain et interurbain parce qu'on sait qu'à l'intérieur donc de ces bus, ces cars, la contamination donc pouvait se faire très rapidement. La fermeture donc des gros marchés également, cela a été fait, et des débits de boissons. Donc rapidement, on a vu que c'est vrai, nous avons atteint notre pic autour du 6 avril, entre le 6 et le 12 avril. Et puis, les cas ont commencé donc à diminuer, ce qui montrait qu'il y avait quand même une réduction de la transmission communautaire. Et c'est comme ça que nous avons évolué avec cela, ce qui a permis à un certain moment d'assouplir les mesures avec la levée du couvre-feu, la levée donc des différentes mesures de restriction. Mais nous avons accompagné ces mesures avec l'instauration obligatoire aussi du port de masque. Nous étions l'un des pays quand même aussi en Afrique à instaurer le port obligatoire du masque le plus tôt possible, parce qu'on savait que si on relâchait donc les mesures de restriction, il fallait par contre instaurer donc le port du masque donc, pour protéger donc les populations. Et nous avons à ce jour donc pu stabiliser donc la maladie, l'évolution de la maladie, malgré l'ouverture des frontières aériennes depuis donc le 1er août. Donc ça fait plus de 1 mois, pratiquement 2 mois que nous avons ouvert les frontières donc, aériennes et nous avons pu stabiliser néanmoins l'évolution de la courbe. Et nous sommes en train de travailler actuellement dans un autre processus, de faire de telle sorte qu'on aille donc dans la dévolution, la prise en charge de la COVID dans le système de santé de tous. Donc voilà aussi l'étape où nous en sommes. Docteur, vous avez bien précisé tout de suite que les aéroports ont repris leur activité normale, mais les frontières terrestres restent toujours fermées. Pouvez-vous nous dire les facteurs qui vous ont quand même permis de stabiliser la courbe épidémiologique? Oui, vous savez que pour une maladie comme Covid, dont donc, le taux de reproduction global est assez élevé pour Covid, c'est une maladie qui se répand très rapidement. Donc, il faut prendre des mesures pour prévenir la circulation communautaire du virus. Et cela passe par l'identification donc, des cas positifs. Lorsque les cas positifs donc, sont identifiés, il faut faire le traçage des contacts. Donc, le suivi des contacts, le traçage des contacts. Et à ce jour, par exemple, au niveau du Burkina, sur les 1900 cas que nous avons qui sont positifs, nous avons tracé et nous avons suivi et tracé donc près de 9700 contacts. Plus de 9700 contacts. Donc, ce qui permet effectivement, lorsque les contacts sont isolés, mis en quarantaine, ça permet effectivement d'éviter que ces cas contacts-là n'aillent effectivement contaminer d'autres personnes. L'autre aspect également, c'est la PCI, la prévention, le contrôle de l'infection, parce que une chose, bien sûr, est de traiter les cas, mais une chose également est effectivement d'assurer l'asepsie plus ou moins du milieu dans lequel ils vivaient pour éviter que d'autres personnes donc, ne viennent contracter la maladie. Et nous avions des équipes donc, de prévention et contrôle de l'infection à tous les niveaux, depuis le niveau national. Au niveau régional, nous avions ces équipes donc, de prévention et contrôle de l'infection, jusqu'au niveau donc, des districts qui faisaient donc, ce travail-là. Et à ce jour, nous avons traité plus de 2000 maisons, en tout cas pour ce qui concerne, et des institutions également qui ont été donc, traitées en termes donc, de PCI. Bien sûr, il fallait avoir aussi les capacités pour les laboratoires. Lorsque l'épidémie est survenue au Burkina Faso, nous avions qu'un seul laboratoire en mesure de faire le diagnostic, mais actuellement, nous sommes à 16 laboratoires. Nous avons décentralisé les capacités de diagnostic au niveau donc, du Burkina Faso, si bien que dans les deux grandes principales villes, c'est vrai, nous avons 6 laboratoires dans la capitale et 4 laboratoires dans la seconde ville, mais nous avons 6 autres laboratoires donc, dans les régions. Donc, nous avons décentralisé donc, les capacités donc, de diagnostic de la maladie. Et en ce qui concerne aussi la prise en charge, nous avons rapidement décentralisé également nos capacités de prise en charge. Parce qu'au départ, nous avions réquisitionné un hôpital de 500 lits, mais au fur et à mesure qu'on allait dans la maîtrise de la maladie, nous avons décentralisé et permis à ce que les hôpitaux de district puissent effectivement accueillir des cas, prendre en charge les cas et que le personnel soit formé à ce niveau-là selon les protocoles du ministère de la Santé. Et à ce niveau, actuellement, nous sommes dans la décentralisation. La plupart donc, des hôpitaux ont cette capacité-là avec du personnel formé
à prendre en charge dans les cas de Docteur Traoré, vous venez d'écouter avec nous le docteur Brice Bikaba et vous avez participé, vous, comme expert, à l'élaboration et la validation des plans de préparation et de réponse à la grippe endémique au Mali et à la Mauritanie. Dites-nous, comment est-ce que, de votre avis d'expert, comment est-ce que vous appréhendez le plan de riposte mis en place par le Burkina Faso? Merci beaucoup et merci aussi au docteur Bikaba pour l'ensemble des précisions qu'il vient d'apporter, parce que je vois déjà qu'en tant qu'acteur de la riposte, il a déjà balayé tous les aspects de la lutte. En ce qui concerne le plan de riposte à la pandémie et le plan du Burkina, il faut noter que c'est un plan qui a été élaboré en suivant bien le canevas que l'OMS avait donc proposé pour l'ensemble des pays, parce qu'au départ, l'OMS avait fait un template pour que les pays puissent s'inspirer de ce template-là, de telle sorte que les différentes phases de la gestion d'une pandémie de grippe puissent être prises en compte. Et classiquement, on pouvait noter dans ce plan 4 grandes phases. La première phase, non la moins importante, c'était la phase de préparation. Et ensuite, on venait donc à la phase d'alerte. La phase d'alerte est vue comme une situation où un cas de grippe pandémique a été découvert dans un pays autre que le nôtre. On peut classiquement dire que concernant cette maladie, l'alerte était donnée depuis le diagnostic du premier cas à Wuhan en Chine. Et le monde entier devait être donc déclaré être en alerte selon les principes de l'OMS. Et ensuite, on a la phase de réponse, qui est effectivement la phase où on avait l'alerte, mais la maladie est rentrée chez nous. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant pour la contrôler? Et ensuite, il y a notamment la phase de restauration qui n'est pas encore arrivée, qui est qu'à la fin de la gestion, on s'assoit un peu, on fait le bilan et on remet le compteur à zéro. Et c'est en même temps une phase qui nous permet de nous préparer encore à une éventuelle pandémie de grippe. Et ce qu'on peut dire concernant le plan du Burkina, il faut quand même noter que c'est un plan qui a été élaboré pratiquement durant la phase d'alerte. Parce qu'on avait déjà la situation en Chine, donc ce qui fait que les activités de préparation n'ont vraiment pas été prises en compte pour être déroulées avant que l'épidémie ne rentre chez nous. C'est peut-être que l'œil d'esprit que je peux dire, c'est qu'on pourrait rapprocher et reprocher un peu au cas de Burkina. C'était un plan un peu tardif, parce que, bon, connaissant certaines personnes, je pense que j'avais même interpellé des connaissances au niveau des ministères pour dire que, bon, nous sommes en train de faire beaucoup de plans pour d'autres pays, mais qu'en est-il pour notre plan? On était toujours en cours, sinon que le plan prend en compte vraiment la structuration exigée donc par l'Organisation mondiale de la santé. Merci. Merci. Docteur Bikaba, votre collègue Traoré parle tout de suite d'un plan assez tardif. Est-ce que c'est un constat que vous partagez aussi? Merci, j'ai activé mon micro. Il faut dire que l'élaboration de notre plan au niveau du Burkina Faso, on peut dire que ça a probablement pris du temps, parce que, étant donné que c'est un plan qui devait être multisectoriel, parce que ça a commencé en fin janvier, début février, et donc pour aboutir donc en début mars. Et ça a pris relativement du temps, mais nous avons vu que le premier plan que nous avons élaboré a été ensuite remis en cause, puisque notre premier plan donc, faisait 11 milliards, mais très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de secteurs qui n'étaient pas suffisamment pris en compte à l'intérieur de ce plan. Ce qui nous a amené à réviser notre document et à proposer notre deuxième plan, qui lui faisait donc autour de 178 milliards. Et ensuite, le cadre de coordination au niveau national a été revu. Et nous avons revu donc le cadre de coordination, parce qu'au départ, nous avions un comité de coordination piloté donc par le Premier ministre, mais avec une quinzaine de ministres. C'était également comme un gouvernement 10, mais nous avons revu ce cadre-là
Et nous avons revu, il y a le Premier ministre à l'intérieur et nous avons neuf ministres qui faisaient partie de ce comité-là, avec 5 comités, un certain nombre d'aspects de la lutte. L'aspect sanitaire, le comité sectoriel santé, l'aspect effectivement humanitaire, parce que vous savez que nous sommes dans un contexte également humanitaire, l'aspect économie, donc relance de l'économie, l'aspect effectivement communication et l'aspect liberté publique et engagement communautaire. Donc c'est ce comité qui a été revu et qui nous a permis d'élaborer donc notre plan national actuel qui est vraiment multidimensionnel et qui prend en compte aussi bien les différents aspects donc, de la lutte. Donc, oui, c'est un plan qui a été pris relativement assez tardivement, mais qui a connu même plusieurs processus, puisque nous sommes à notre 3e document. Docteur, le 11 septembre, le Burkina Faso a enregistré 193 nouveaux cas confirmés au coronavirus. Et 10 jours après, le 21 septembre, le pays enregistre 22 nouveaux cas. Est-ce que vous craignez une recrudescence des cas? Est-ce que vous craignez une seconde vague? Oui, il faut dire que le cas de Bobo Dioulasso, c'est un foyer qui est localisé, qui était lié donc à un certain nombre d'élèves au niveau de 800 qui étaient en formation, une formation spécifique. Et donc, c'est un foyer localisé. Et nous avons décidé, ces élèves avaient fini leur formation et devaient rentrer chez eux. Et nous avons décidé donc de faire un dépistage de l'ensemble des élèves. Mais il faut dire que nous avions fait des précautions. Nous avons pris des précautions d'abord avant que ces élèves rentrent au niveau donc de leur formation. Ils avaient donc fait un test. Mais à l'intérieur, nous sommes rendus compte qu'il y avait eu quelques cas. Et cela devenait difficile. Donc, nous isolions les cas positifs. Mais ensuite, les cas positifs étaient déjà, il y avait des cas contacts des cas positifs. Donc, c'était un peu difficile. Et au moment où nous avons décidé donc, de faire la campagne de dépistage de l'ensemble des élèves, on avait une quarantaine de cas positifs. Donc, c'était pour éviter qu'il y ait un certain nombre de cas positifs qui partent dans la communauté. Parce que si nous avions tous ces 189-là qui partaient dans la communauté, ça allait essaimer encore la maladie à l'intérieur du pays. Et ça pouvait être l'objet donc d'une deuxième vague. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cela. Et vous voyez bien qu'après cette opération, nous sommes revenus à nos chiffres habituels d'une dizaine de cas, d'une vingtaine de cas. Et nous pensons que cela prendra encore 2 à 3 semaines pour donc maîtriser cela. Mais il y a d'autres défis également qui s'offrent à nous, parce que nous avons aujourd'hui le retour des classes qui s'annonce. Et là, c'est sûr que on va faire face à l'apparition de certaines grappes dans les écoles et nous sommes en train de travailler pour renforcer tous les dispositifs de telle sorte à pouvoir mener des opérations ponctuelles, mais également à donner des directives au niveau donc, des différents établissements scolaires, de telle sorte à ce qu'on puisse minimiser les risques. Monsieur Docteur Traoré, dites-nous, vous êtes aussi pharmacien. Quels sont les défis auxquels ont été confrontés les pharmaciens du Burkina Faso face à cette pandémie? Priez réactiver, activez votre micro. Voilà. Donc, voilà, c'est bon. Donc, je pense que les pharmaciens aussi se sont vraiment mis dans la riposte et déjà se sont rendus compte qu'il y avait pas mal d'informations à donner à la population. Parce qu'on s'est rendu compte qu'aux premières heures de la maladie, les officines privées étaient déjà prises d'assaut par la population. Certains pour des recherches de médicaments pour calmer des fièvres qu'ils ressentaient pas. C'était un peu la psychose. Et d'autres, surtout, pour la recherche de molécules contenant de la chloroquine. Parce que tout était dit sur la maladie que la panacée était la chloroquine. Donc, il y avait donc une demande très importante de cette molécule qui n'était d'ailleurs pas disponible parce que nous, ça fait déjà plus de 10 ans que la chloroquine qui était utilisée donc, pour le traitement du paludisme simple chez nous a été donc remplacée par les combinaisons à base d'artémisine, les ACT, suivant donc le protocole que l'OMS avait donc, proposé pour différents pays.
il y avait quelques spécialités qui en contenaient, mais qui étaient réservées à la prise en charge de certaines maladies comme les lupus, érythrématite et autres. Il y a donc cette demande, et je pense que ça a entraîné même notre Agence nationale de régulation pharmaceutique à prendre des mesures à l'endroit des pharmaciens qui disaient qu'il fallait tout de suite mettre en quarantaine l'ensemble des molécules qui contenaient de la chloroquine et de les garder, de telle sorte qu'on puisse même les redéployer au niveau national pour constituer quelque chose, un stock d'urgence, pour pouvoir organiser la prise en charge des patients. Donc, pour cela, il y a vraiment eu beaucoup de sports. Je pense que l'Ordre national du Burkina Faso a initié des sports de sensibilisation dans toutes les langues parlées, pratiquement les principales langues parlées du Burkina, et qui étaient diffusés dans l'ensemble des pharmacies pour tenter de calmer un peu la psychose et de sensibiliser les populations quant à la demande vraiment en automédication des molécules à base de chloroquine. Et ensuite, la deuxième mesure, c'était aussi la mise en quarantaine des molécules ou des spécialités qui contenaient de l'azithromycine, parce que c'était la molécule aussi qui était déjà citée dans des combinaisons thérapeutiques qui étaient déjà en vigueur dans certains pays, soit en exploration dans d'autres pays. Un peu, l'agent de régulation nationale a pris ces mesures-là pour pouvoir circonscrire l'utilisation abusive donc, de ces molécules, de sorte à rassurer davantage la population que ce n'était pas la voie à suivre. Voilà. Docteur Bikaba, nous savons qu'à ce jour, aucun traitement n'est encore recommandé par l'Organisation mondiale de la santé pour guérir les personnes atteintes ou infectées au coronavirus. Qu'est-ce que vous utilisez, vous, au Burkina? Il y avait eu ces rumeurs concernant la pivirine du docteur Valentin Agon, du docteur béninois, et ce traitement serait actuellement sur des essais cliniques. Mais dites-nous, qu'en est-il? Qu'est-ce que le Burkina utilise pour guérir les patients? Il faut dire qu'au niveau du Burkina Faso, nous utilisons un protocole basé à base donc, de la chloroquine, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Et notre protocole a été pris en compte depuis donc, le mois de mars, et c'est ça qui est en cours actuellement. Nous avons effectivement aussi quelques études qui ont été faites sur cette molécule et dont nous espérons avoir les résultats pour bientôt pour l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Pour ce qui concerne donc les autres molécules telles que celui de la pivirine, les concertations sont toujours en cours pour voir dans quelle mesure pouvoir débuter donc, cette étude-là. Donc voilà un peu ce que je peux dire en termes donc, de prise en charge au niveau du Burkina. Mais c'est vrai que nous sommes aussi dans la prospective donc, des traitements traditionnels qui pourraient également peut-être avoir un effet positif. D'accord. Monsieur Traoré, vous êtes un... Oui, la connexion. Donc, notre médecine traditionnelle, en sachant bien qu'un effet là-dessus. Monsieur Traoré, dites-nous, vous êtes un consultant indépendant de l'OMS, mais si l'OMS vous faisait appel pour proposer un plan au Burkina Faso, quel plan proposerez-vous? Il faut dire que à l'heure des postes. Voilà. Dans cette qui n'a pas été suffisamment développée dans certains pays comme un peu le Burkina, parce que la connexion est un peu stable. Vous m'entendez bien? Voilà. Oui, c'est bon. D'accord, la connexion n'est pas stable. Voilà. Donc, c'est un peu l'aspect de l'éthique épidémique.
La connexion, oh là là, est encore repartie pour M. Traoré. Monsieur Traoré, en attendant qu'il revienne, il y a une aborder de façon plus claire. Ah, d'accord. Oui, ça y est maintenant. Voilà. Donc, je disais que c'est la question de l'éthique épidémique qu'il fallait un peu développer parce que c'est une notion qui permettait quand même à un certain moment, si c'était pris précocement, de pouvoir contrôler un peu plus rapidement. L'éthique épidémique dit quoi? Nous sommes en situation d'une maladie. Est-ce qu'il faut toujours considérer les anciennes appréhensions déontologiques et autres pour travailler, ou alors il faut faire appel à d'autres tolérances pour pouvoir mitiger la réponse? Ça veut dire quoi? Ça parle déjà de la déclaration de l'identité des premiers malades. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce qu'aujourd'hui, il faut, au nom d'une déontologie, pouvoir ne pas identifier les malades alors qu'ils demeurent très contagieux pour la population? Certains pays que nous avons appuyés dans l'élaboration de leur plan, on a bien posé ces questions. Ils ont dit, voilà, si la pandémie venait dans leur pays, voilà les mesures qu'ils allaient peut-être proposer. Qu'on dise, par exemple, c'est vrai qu'en matière de santé, il n'est pas autorisé au nom du secret professionnel de divulguer la maladie d'un patient, mais le patient a lui-même peut quand même parler de sa maladie. De sorte que quand vous êtes par exemple une autorité et que vous êtes bien connu et bien fréquenté des gens, lorsque vous avez la maladie et que la statut vous oblige à donner votre statut, ça permet de rapidement tracer les contacts parce que vous êtes autorité et tous ceux qui sont en contact avec vous se reconnaissent. Mais vous ne reconnaissez pas tout le beau monde qui vient vers vous. Donc, on a vraiment, à un certain moment, vu ça naître spontanément au Burkina, et que des autorités, des ministres, des personnes de haute fonction déclaraient déjà sur leur page Facebook et autres qu'ils étaient atteints de la maladie et ils invitaient tous ceux qui avaient été en contact avec eux de se faire dépister. Mais si cela avait été pris en compte dans la phase de préparation et que les premiers cas avaient été identifiés formellement, ça allait peut-être limiter encore la contagion. Parce que les cas de Burkina, ce que j'ai appris aussi comme extérieur, est que vraiment les premiers cas qui sont rentrés étaient des personnes d'une haute en tout cas, fréquentation, voilà, d'une haute autorité religieuse, autre, voilà, qui n'a pas permis tout de suite de savoir qui était contact, qui n'est pas contact, et de limiter les gens à se faire des personnes contacts. C'est vraiment cet aspect qu'on allait insister. Et aussi, l'aspect alerte n'a pas été très bien développé parce que quand la maladie était déjà en Chine, on n'avait pas pris des dispositions déjà. En ce moment, le maire disait qu'en part d'alerte, il fallait déjà réchauffer les dispositifs qui sont mis en place, notamment l'identification d'un hôpital de référence. Bon, le gouvernement avait déjà son laboratoire. Il fallait déjà faire le stock des intrants, surtout pour les interventions pharmaceutiques. Quel stock de solutions hydroalcooliques on avait, quel stock de max facial on avait, quel stock de réactifs pour les textiles on avait. Donc, il y avait plein d'activités à mettre en cette phase-là. Donc, s'il y avait un plan à proposer, ce serait vraiment l'aspect préparation et alerte et l'aspect éthique épidémique qu'on allait vraiment développer, ce qui concerne le plan de Burkina. Mais quand cela le tient, on note quand même que la riposte aujourd'hui est satisfaisante. Est satisfaisante vu quand même la maîtrise qu'on a et vu aussi l'organisation permanente qui se passe au niveau du ministère. Il faut noter que le qui vous parle là, c'est le directeur du centre d'opération et de réponse aux urgences sanitaires. Le pays fait partie des rares pays en Afrique qui a vraiment ce centre qui existe et qui est opérationnel. Et c'est le centre aujourd'hui qui pilote l'ensemble des activités de riposte que nous avons vues. Donc, voilà un peu ce qu'on aurait dû apporter. Mais la riposte me semble très satisfaisante. Nous rappelons aux participants que vous pouvez poser vos questions à nos panélistes dans la boîte de chat ou la boîte de discussion qui est en bas de vos écrans ou dans les commentaires sur la vidéo en direct sur Facebook. Monsieur
docteur Bikaba, il y a un participant qui pose cette question. Le participant voudrait savoir si le plan de riposte du Burkina Faso a une similitude avec les plans du Togo et du Bénin. Il faut dire, merci, il faut dire que les premières montures, comme on l'a dit, ont été faites sur la base d'un canevas qui avait été monté par l'OMS et donc probablement a des similitudes avec ceux des pays voisins. Mais nous avons dû adapter donc ces différents plans par la suite pour prendre en compte l'aspect multisectoriel. Et donc, je ne sais pas si à ce stade-là, ils ont un plan national prenant en compte la relance de l'économie, prenant en compte donc l'action humanitaire, parce que nous sommes dans un contexte où nous devons faire face donc non seulement à la COVID, mais au contexte sécuritaire qui est difficile dans les pays, dans le nord donc, du pays. Donc voici ce que je peux dire par rapport à cette question. Voilà. Alors, une seconde question du même participant. Est-ce que le Burkina Faso encourage les phytomédicaments dans la lutte contre la COVID-19? De manière globale, la recherche, le Burkina Faso encourage la recherche de manière globale, y compris la recherche donc, sur les phytomédicaments, de telle sorte à ce que nous puissions avoir effectivement des médicaments basés sur nos connaissances ancestrales et qui puissent être utilisés donc, par nos populations. Et donc, dans le plan, il y a un aspect recherche et le président donc, de la République donc, a dégagé des ressources pour donc, développer cette recherche-là, y compris le pool donc, pharmaceutique, développer également le pool pharmaceutique. Nous avons toujours deux autres questions, cette fois-ci d'un participant différent de celui dont nous venons de lire les questions. La COVID-19 a limité toutes les mobilités, y compris scientifiques. Les chercheurs ont du mal à voyager pour des colloques et des recherches. Quelles dispositions le Burkina a pris par rapport à cet aspect? Oui, merci. Il faut dire que à cet instant précis, nous échangeons donc à des milliers de kilomètres via ce canal. Et au niveau du Burkina Faso, oui, même les réunions de coordination, nous le faisons donc avec les régions à travers donc le canal Zoom, les canaux en tout cas, la visioconférence. Et nous avons 3 réunions actuellement par semaine au niveau de la coordination au ministère de la Santé et nous échangeons aussi avec les directeurs régionaux, les 13 directeurs régionaux qui sont au niveau donc, régional, au niveau périphérique, y compris les directeurs donc, des hôpitaux. Donc, chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi, nous nous retrouvons pour faire donc cela. Et je pense que nous avons pu également participer à plusieurs colloques, les réunions organisées donc, par l'Organisation ouest africaine de la santé à travers donc, ce canal de visioconférence, les sessions de travail également de l'OMS, les assemblées générales de l'OMS à travers effectivement donc, ces séances de travail. Donc, je pense que c'est un canal qui est en train de se développer. C'est vrai que le problème de connexion, c'est toujours une problématique dans nos pays, mais ce sont des aspects sur lesquels, en tout cas, nous pensons que les années à venir, cela va beaucoup prendre plus le pas. Alors, une question du docteur Ligan Dotou Charles. Il est journaliste, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Il dit, je cite, « J'ai pu constater que les fantaisies linguistiques et le manque de terminologie adaptée contribuent à la banalisation de la pandémie et des gestes barrières. Qu'avez-vous fait à ce sujet? » Oui, je vois que nous ne sommes pas le seul pays confronté donc à ce phénomène. Je pense que lorsque nous regardons à travers la presse internationale, même dans les pays du Nord, oui, c'est également ce facteur que nous constatons. Et au niveau du Burkina Faso, après, bien sûr, à un certain moment, lorsque nous avions, au niveau du profil épidémiologique, le nombre de cas était inférieur à 10 par jour, nous avons vu que la population, d'une manière globale, en tout cas, a conclu que Covid était derrière nous. Et il y a eu donc un relâchement des mesures donc, de prévention et de protection. Et probablement que les sociologues, les anthropologues pourront nous éclairer sur les différents déterminants qui pourraient nous expliquer cela. Et nous travaillons toujours en tout cas, à renforcer la communication. Et rien qu'il y a 2 jours,
le Premier ministre, donc, qui est le président donc, du comité de coordination, a organisé un forum national sur la COVID, ce qui a permis de rassembler les différentes forces vives, les chefs traditionnels, les leaders coutumiers et religieux autour donc, de la problématique de la COVID et surtout de la nécessité donc, de relancer la vigilance afin donc d'éviter un effet rebond de la maladie. Docteur Traoré, dites-nous, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de la gestion faite par le Burkina et de la gestion globale de la pandémie du Covid-19? Oui, globalement, comme vient le docteur Bikaba, et quand on suit la presse internationale, l'ensemble des pays africains semblent se ressembler à quelques différences près, quelques pays qui quand même arrivent à maîtriser rapidement. Ça veut dire que ça pose toujours la question fondamentale de la fragilité un peu de notre système de santé et un peu de nos conditions de préparation aux pandémies. Ça montre que nous avons encore des efforts à faire, surtout en termes de préparation, pour qu'on ne soit pas à chaque fois confronté à des réponses assez difficiles. Mais comme on l'a dit, une crise est toujours une occasion d'apprendre beaucoup de choses. Voilà, le virus est là, et le Dr Bikaba a dit, il y a vraiment ce volet de recherche qu'il faut vraiment développer. Il faut profiter de cette crise pour maîtriser assez d'informations, parce que tout le monde dit nouveau coronavirus, ça veut dire que la communauté scientifique avait un peu d'informations sur ce virus. C'est l'occasion de vraiment faire de la recherche à tous les niveaux. Notamment, on pourrait faire les recherches sur l'épidémiologie de la pandémie au Burkina Faso, et des recherches anthropologiques sur le comportement des individus face aux mesures qui ont été annoncées. On peut faire l'audit même de la gestion des cas et des décès. On peut faire l'audit de la gestion des cas et tirer des leçons, qu'est-ce qui a pu marcher, qu'est-ce qui n'a pas marché. On peut surtout explorer les secteurs de la médecine traditionnelle, comme on l'a dit. On a eu beaucoup de praticiens qui se sont vraiment vantés de l'efficacité de leurs produits. On ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non. Il suffit d'avoir d'organiser. Je pense que c'est la connexion encore. Monsieur Traoré doit avoir un petit souci de connexion Internet, mais je pense qu'il va me revenir tout de suite. Mais en attendant, mais je crois que voilà. Dr Bikaba est déjà là. Allô, docteur, vous m'entendez là? Oui, je vous entends. Juste, ma question concerne juste parce que le plan d'Olipos attribue les limites de surveillance épidémiologique au faible niveau de compétence des acteurs de la santé. Donc, j'aimerais savoir, de par ce constat, vous pouvez nous dire qu'est-ce que les acteurs dans le domaine de la santé font pour trouver une solution ou des alternatives face à cette situation? Oui, merci. Il faut dire qu'au début de Covid, il y avait une psychose générale, et même au niveau donc, du personnel de santé, il y avait cette psychose-là, si bien qu'au premier moment, les volontaires qui ont été mobilisés, ils avaient vraiment la crainte de mourir, de ne pas sortir de Covid, et ils étaient même souvent stigmatisés parce qu'ils étaient donc dans les sites de prise en charge de Covid, et lorsqu'ils repartaient chez eux souvent, parfois au sein de la famille, ils étaient obligés de prendre une chambre à part, et dans les quartiers, les gens également se retenaient donc de les approcher ou bien de fréquenter leur famille. Donc, de manière globale, effectivement, il y avait cette peur-là, et il a fallu briefer tout ce personnel-là dans un premier temps, les habituer donc aux différentes mesures donc, de prévention pour que par la suite, effectivement, le personnel soit beaucoup plus à l'aise. Ce qui peut peut-être expliquer également le fait que la létalité a été assez élevée au départ parce qu'il y avait cette psychose et probablement donc cette insuffisance de connaissance donc, de la maladie. Mais de nos jours, on peut constater avec satisfaction que, en tout cas, les compétences donc, du personnel de santé ont été améliorées. Le personnel a moins peur donc, de la maladie et il sait ce qu'il faut faire lorsqu'il est en face donc, de la maladie. Donc, il y a eu des progrès dans ce sens-là, et que ce soit dans le domaine de la surveillance,
que ce soit dans le domaine du laboratoire ou dans le domaine de la prévention et contrôle de l'infection, cela s'est beaucoup amélioré. Et nous avons programmé actuellement à travers donc, des modules standardisés, puisque les premières sessions de formation, c'était des débriefings de 24 à 48 heures, mais nous avons fait des modules standardisés prenant en compte tous les aspects de la lutte, surveillance, laboratoire, etc. Et nous devons former plus de 4000 agents de santé dans les jours à venir sur l'ensemble du territoire national. Et cela va renforcer le processus d'évolution de la prise en charge de la COVID dans les systèmes de routine. Alors, juste deuxième question, porte sur la recherche maintenant, parce que le laboratoire de l'excellence CRIP qui assure la recherche sur les pathogènes respiratoires, dont le COVID-19. Maintenant, j'aimerais savoir quelle priorité accorder justement dans le domaine de la recherche face à la situation actuelle, parce qu'on parle de pathogènes respiratoires, mais on ignore quelles estimations, vous pouvez nous dire à combien peut-être, à combien vous estimez, vous accordez le temps pour dans la recherche sur le COVID? Je n'ai pas très bien compris la question. C'est juste la tâche du laboratoire de référence CRIP. Donc, oui, assure la recherche sur les pathogènes respiratoires, parce qu'on ne peut pas dire c'est le COVID seulement, peut-être il y en a d'autres pathogènes respiratoires à part le COVID. Alors, quelle importance vous accordez au COVID actuellement face à la crise sanitaire actuelle? Oui, il est vrai que la COVID, nous portons un focus sur la COVID, mais cela fait depuis 2 mois que nous avons repris la surveillance des infections respiratoires aiguës sévères, parce qu'avec le laboratoire national de défense de la grippe, nous avons des sites de surveillance, des sites sentinelles de surveillance des infections respiratoires aiguës sévères. Parce que vous savez, dans nos pays, les infections respiratoires aiguës sévères, c'est la deuxième cause de consultation après le paludisme. Et nous avons 6 sites de surveillance, 6 sites sentinelles de surveillance donc, de ces infections-là, avec donc, le laboratoire national de référence grippe. Et donc, cela nous permet effectivement de voir aussi s'il y a d'autres types d'infections qui sont là et de pouvoir également donner des guidances donc, pour le monde clinique, pour les acteurs cliniques, de telle sorte à ce qu'ils puissent agir. Mais également pour contribuer donc bien sûr au développement de vaccins, puisque nous travaillons avec des centres collaborateurs donc, de l'OMS en envoyant souvent des souches dans le cadre donc, du développement donc, de vaccins à ce niveau. Docteur Bikaba, est-ce que vous avez aussi connu au Burkina Faso des saturations dans les hôpitaux? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est de savoir, je vous pose la même question que j'avais déjà posée à M. Traoré. Quelles sont les leçons que vous tirez également pour le cas du Burkina Faso? Oui, au niveau du Burkina Faso, c'est vrai qu'au niveau de l'hôpital que nous avions réquisitionné, à un certain moment, nous avons connu la saturation. Et ce qui nous a amené à étendre la prise en charge à l'ensemble maintenant des structures de santé. Et là, également à prendre en compte d'autres stratégies telles que la prise en charge à domicile pour les cas qui sont asymptomatiques. Parce que vous savez, au départ de l'épidémie, même les cas asymptomatiques, on les prenait en charge dans les hôpitaux, ce qui n'était pas adéquat. Mais actuellement, nous avons assez de recul pour dire qu'on peut quand même prendre dans certaines conditions les cas qui sont asymptomatiques donc, à la maison. Et c'est les cas sévères donc, que nous prenons au niveau donc, des hôpitaux. Et de manière globale, ce qu'on peut retirer en termes de leçons, c'est que cette crise est venue remettre en cause un certain nombre de paradigmes, puisque ça a cloué le monde pendant 3 à 4 mois. Et d'où la nécessité donc, de renforcer donc, la sécurité sanitaire mondiale. Parce que de manière globale, le monde n'est pas encore assez préparé pour faire face à des urgences de ce genre. Nous avons vu en 2013 et 2014, avec Ebola, on disait que c'était en Afrique, les systèmes de santé africains n'étaient pas prêts, mais ce virus est venu mettre à nu également les faiblesses des systèmes de santé de tous les pays, y compris les pays développés. Donc, il faut que des efforts donc, soient faits dans ce sens pour renforcer encore la sécurité sanitaire mondiale. Deuxièmement, il y a la nécessité de la solidarité internationale. On ne peut pas dire, pour faire face à une telle pandémie, se cloisonner, se replier sur soi-même, ou donc ne prioriser donc son pays. Parce que si vous le faites et que vous ne pouvez pas être un pays, un îlot donc, à l'abri donc, des autres, parce que lorsque le virus aura fini avec les pays qui sont contaminés, le virus viendra également dans votre pays. Il y a la nécessité de développer donc cette solidarité internationale-là
pour faire face donc à ces pandémies. Le troisième aspect, c'est que la santé, on a vu que la santé, vraiment, on le considère généralement comme un secteur social non productif. Mais nous avons vu que les taux de croissance de tous les pays, y compris les pays développés, soit ils sont en récession, soit donc nous étions autour de 6%, mais avec l'évolution, on a prévu un taux de croissance autour de 1,5%. Donc la santé, il faut investir dans la santé. Si on n'investit pas dans la santé, on va être confronté encore à des crises majeures. Donc, il faut investir dans la santé. Et enfin, au niveau des pays africains, il y a la nécessité que nous puissions développer non seulement nos systèmes de santé, renforcer nos plateaux techniques, parce que vous avez vu, tous les aéroports étaient fermés. Donc, il n'y avait plus de possibilité d'être évacué dans d'autres pays développés. Il y a la nécessité de développer nos plateaux techniques. Ça, c'est l'un des premiers aspects. Et il y a la nécessité de développer nos chaînes de production. Vous prenez les masques qui sont développés, les masques chirurgicaux, nous sommes obligés de les importer d'autres continents. Et à un certain moment, il y avait donc une grosse compétition et cela était vraiment difficile. Donc, il y a la nécessité que nous puissions au moins développer un certain nombre de produits donc, dans nos pays et de consommer localement. Cela nous permettra au moins de faire face à certains besoins primaires de nos populations. Et pour terminer, il faut que nous allons aussi dans la recherche. Et moi, j'allais mettre un focus sur la recherche donc, de nos traditionnels, parce que probablement que si on fait des efforts dans ce sens-là, on pourra avoir effectivement des recettes qui pourront nous aider également dans ce sens. Alors, nous tendons vers la fin de ce webinaire, mais Dr Traoré, il y a eu un gros débat en France concernant le port, oui ou non, du masque. Quel est votre avis? Oui, il faut dire que l'Organisation mondiale de la santé définit ce qu'on appelle, dans le cadre de ce plan-là, les interventions non pharmaceutiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Ces interventions non pharmaceutiques sont généralement déclinées en 4 grands volets, qui concernent d'abord les mesures de protection individuelle et environnementale, voilà, les mesures de distanciation sociale, et les mesures de communication sur les risques, et ensuite les mesures autant restrictives de liberté et d'autres. Le port de masque fait vraiment partie des mesures de protection individuelle fortement recommandées par l'OMS. En quoi faut-il maintenant que ce soit des masques qui soient adaptés à la maladie? Parce que tous les masques ne sont peut-être pas vraiment très protecteurs, mais le port de masque est une intervention non pharmaceutique hautement conseillée. De sorte qu'en rendant le port de ce masque obligatoire au Burkina Faso, ça a d'abord pris un élan sur la perception de la maladie par la population. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, la contamination était donc par voie respiratoire, parce qu'il y en a même qui ne le savaient pas, et que le masque aussi protégeait quand on était en communauté, et surtout lorsqu'on se trouvait en face des gens qui sont suspects, des gens qui toussent, qui étaient un peu allumés, qui éternuent, et comme ça. Donc, je pense que c'est les masques sont obligatoires au Burkina? Les masques sont-ils obligatoires au Burkina? Oui, il y a un décret, voilà, qui définit le port du masque obligatoire au Burkina depuis le 27 avril 2020. Mais il faut dire en toute vérité qu'actuellement, le constat est un peu mitigé. Voilà, c'est quand vous sortez en milieu public, voilà, ce n'est pas tout le monde qui porte ces masques. D'autant plus que c'est là même qui avait donc amené les autorités à pouvoir prendre ce nombre de mesures telles que la réouverture des lieux de culte des marchés, mais à la condition qu'il y ait vraiment des dispositifs de lavage de mains et que le port des masques soit vraiment obligatoire. C'est institué, mais le suivi est un peu mitigé, mais il y a quand même un pourcentage assez intéressant des gens qui continuent donc de porter ces masques-là. Sinon, il est rendu obligatoire au Burkina Faso depuis le 27 avril. Voilà. Donc, ce qui a même fait qu'il y a eu vraiment des initiatives locales, hein, parce que l'importation n'étant plus suffisante pour 20 millions d'habitants potentiellement utilisateurs de ces masques-là, il y a eu donc des initiatives locales. Le gouvernement a aussi
apporter de l'engagement en termes de finances pour surtout doter, surtout premièrement, les élèves en claque d'examen. Parce que le Dr Bika a parlé de la fermeture des écoles, mais à partir d'un certain moment, pour pouvoir sauver l'année académique scolaire, le gouvernement avait rouvert les classes uniquement pour ceux qui sont en classe d'examen. Et ces élèves ont reçu gratuitement de la part du gouvernement des masques qu'ils portaient pour achever les cours et même pour aller dans les différentes salles de composition. Maintenant, le défi reste à satisfaire l'ensemble des autres élèves avec la rentrée qui s'annonce. Parce que moi, j'ai la chance, je suis actuellement dans une région qui doit abriter ce qu'on appelle chez nous traditionnellement les festivités de la fête de l'indépendance le 11 décembre. Et en la matière, la rentrée est anticipée dans cette région. Donc, la rentrée a commencé depuis le 13 septembre dans cette région, alors que pour les 12 autres régions qui comptent les pays, la rentrée sera probablement en octobre. Donc, déjà, il faut déjà des mesures spécifiques. Je pense qu'on a déjà souhaité et encouragé le port du masque pour cette région qui a déjà commencé à aller en place pour l'ensemble des élèves. Voilà. Donc, je pense que ça aussi, c'est vraiment salutaire. Le port du masque est un comportement à encourager et le suivi doit être toujours encouragé parce que, comme il le dit là, il est un peu mitigé actuellement. En période de crise sanitaire, l'information est une question de vie ou de mort. Et donner une bonne information peut aider à sauver des vies. Et c'est l'objectif de ce forum que nous avons lancé pour aider les journalistes à avoir une couverture qualitative de la crise du coronavirus. Merci beaucoup à nos deux invités pour accepter notre invitation. Je rappelle qu'un lien de sondage a été envoyé dans la boîte de discussion. Ce lien, nous prions les participants de bien vouloir remplir le formulaire. C'est un court sondage, un petit questionnaire qui nous permet de savoir si ce webinaire vous a été utile et si vous l'avez apprécié. Et si vous avez bien éventuellement des recommandations à nous faire afin que nous puissions améliorer nos prochaines offres. Merci beaucoup au docteur Brice Bikaba pour avoir accepté de participer, ainsi qu'au docteur Traoré pour nous avoir donné des informations sur la façon dont le Burkina Faso mène la guerre contre la pandémie de COVID-19 qui touche presque le monde entier. Notre forum rassemble plus de 1000 journalistes. Ce forum a été lancé en partenariat avec le réseau international des journalistes qui est basé à Washington. Et nous avons aussi dans le forum des experts de la santé de renommée mondiale ainsi que des vérificateurs d'information et une communauté de journalistes. Donc, si vous êtes de ces acteurs-là, si vous êtes journaliste, si vous êtes acteur de la santé, ou si vous êtes un vérificateur d'information qu'on appelle les fact-checkers, nous vous prions de rejoindre notre forum. Docteur Bikaba, avez-vous quelque chose à ajouter avant qu'on ne termine ce webinaire? Docteur Bikaba, oui. Avez-vous une dernière chose à ajouter? Oui, merci. Avant la fin de ce webinaire? Merci donc pour l'occasion que vous nous avez donnée de partager l'expérience du Burkina dans la gestion de la COVID. C'est des moments d'expérience et de partage qui permettent aussi certainement d'ajuster nos stratégies et partager également certaines problématiques que nous avons au niveau du pays. Merci. Merci à vous. Docteur. Oui, merci encore au docteur Bikaba qui a apporté des informations très pointues sur la gestion de la crise. Et moi aussi, je vous remercie et vous encourage à multiplier de telles initiatives pour que des pays puissent s'inspirer des expériences des uns des autres pour pouvoir grandir dans la gestion des crises similaires. Et voilà que ce forum-là participe donc de la conscientisation et de la sensibilisation de l'ensemble de la population dans la gestion de cette crise. Moi aussi, je vous dis merci et à bientôt pour d'autres éventuelles conférences. Monsieur, dans son allocution, le docteur Traoré avait parlé de l'assouplissement des mesures et que certains ne porteraient pas le masque. Mais nous voyons que le docteur Brice Bikaba est un bon exemple ici. Il a son masque, il l'a conservé durant ce webinaire. Merci, docteur. Merci à tous les participants. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook. Merci à ceux qui nous ont suivis via l'application Zoom. Les discussions continuent dans le forum privé sur Facebook.
Très belle fin de soirée à tous. Au revoir. OK, Au revoir. À bientôt. au revoir. Bye.